Et avant qu'on vous envoie tous sur Mars en prenant un billet chez Elon Musk, il va se passer du temps. Hein. Ouais, je vais vous assurer que son fournisseur de cocaïne est plus fiable que ses plans pour déplacer l'humanité. C'est l'histoire d'un ingénieur doté de grands talents rhétoriques et qui s'est donné la banale mission de créer la méthode de calcul désormais mondialement utilisée du bilan carbone. En plus d'avoir sa propre chaîne YouTube avec 273 000 abonnés, sa conférence de 2h24 à Sciences Po, disponible sur YouTube, a fait 3,9 millions de vues. Son dernier livre, la BD Le Monde sans fin, a été un raz-de-marée en librairie. C'est le livre le plus vendu de l'année 2022. Alors si vous aussi vous connaissez un boomer moyennement informé sur le réchauffement climatique, il y a de grandes chances pour qu'il vous dise avoir adoré Le Monde sans fin. Mais Janco ne plaît évidemment pas à tout le monde. Du côté des antinucléaires ou des défenseurs des énergies renouvelables, il reçoit de nombreuses critiques. On peut trouver de longs articles qui analysent ligne par ligne Le Monde sans fin et en tirent des conclusions sévères. De nombreuses critiques ramènent à ce point Jean-Marc Jancovici use d'approximations, d'intox et de procédés rhétoriques qui ne permettent pas au lecteur de se faire une opinion juste et fondée sur les faits. Pourtant, Janco, c'est le mec qui réussit à la fois à convaincre ton tonton climato-sceptique et dans le même temps qui peut faire dire à ta cousine militante chez la France Insoumise qu'on ne pourra pas se passer du nucléaire pour décarboner l'économie française. Et on pourrait tout simplement penser que ce succès tient dans sa posture d'ingénieur qui lui donne de la crédibilité, de l'autorité. Ce matin, un ingénieur, professeur à l'école des mines, président du think tank The Shift Project. Ou dans sa capacité à vulgariser des sujets complexes. Parce que l'énergie, c'est des croquettes pour machines, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet d'être Iron Man pour de vrai. Ou encore dans ses fameuses punchlines qui lui permettent d'être mémorables et convaincants. On supprime les sucreries, le Kinder Bueno que j'avais dans ma loge. Enfin, on supprime tout. On ne peut pas comparer du nucléaire avec un Kinder Bueno quand même. Je suis désolé. C'est pas la même chose. Je suis désolé. L'obésité, vous savez combien ça tue de personnes par an dans le monde? Non, je suis désolé. Mais si ces 3 ingrédients sont nécessaires pour être un pro de la rhétorique, ils sont clairement pas suffisants pour expliquer l'effet Janco. Alors comment le livre d'un ingénieur français qui a consacré sa vie au sujet pas du tout sexy des gaz à effet de serre a pu se retrouver sur la table de chevet de centaines de milliers de personnes? Pour comprendre comment Jancovici fait pour s'ériger au-dessus de la mêlée, il nous faut un peu de contexte. En copywriting, il existe un procédé hyper puissant qui te permet à la fois d'attirer l'attention de ton spectateur et de décrédibiliser tes concurrents. C'est ce qu'on appelle la recontextualisation. C'est dire implicitement, en fait ton problème ce n'est pas A, mais B, donc tous ceux qui cherchent à résoudre A sont à côté de la plaque. C'est dire par exemple, ce programme sportif ne cherche pas à résoudre vos problèmes de poids, mais va chercher à améliorer votre santé mentale en vous aidant à lutter contre le stress et l'anxiété. Dans le discours politique, ça fait des années qu'on entend que tous nos problèmes viennent de la fin de la croissance, et qu'il faut absolument s'attaquer à la dette de l'État-providence et au chômage. Bref, que nos problèmes économiques ont des origines économiques. Et là où Janco tire son épingle du jeu, c'est qu'il nous dit « la fin de la croissance, c'est un problème énergétique ». Pour lui, ce qui a déclenché la fin des Trente Glorieuses ou la crise de 2008, c'est l'épuisement des ressources fossiles. En gros, la contraction énergétique. L'énergie abondante est ce qui a fait la croissance économique des 2 derniers siècles, l'industrialisation, la mondialisation, l'urbanisation, l'augmentation du temps libre, le fait qu'on ait des études longues et des retraites, les 35 heures, les 6 semaines de congés payés, la tertiarisation des emplois. Oui, ça fait beaucoup. Et le simple fait d'expliquer l'économie par l'énergie, au lieu d'expliquer l'économie par l'économie, ça attire notre attention, car ça propose une nouvelle explication du monde. Il y a des machines partout. Il y a des machines qui s'appellent les camions qui ont amené la nourriture, il y a des machines qui s'appellent les tracteurs qui l'ont produite, il y a des machines qui s'appellent les cuisines qui vous les chauffent, etc. Vous avez des machines qui s'appellent des hachoirs qui vous les... Des machines partout. Et comme l'essentiel de cette énergie est fossile, voici le drame des négociations climat. C'est que PIB ou CO2, faut choisir. Et plus personnellement, prendre conscience de toute la place de l'énergie dans nos vies et du fait qu'on entre dans une ère de contraction énergétique, en fait, ça m'a amené à me dire comment qu'on fait pour être heureux avec 2 tonnes de CO2 par an par habitant. Une partie de la réponse est aussi donnée par la quantité de choses que chacun d'entre nous veut vouloir posséder, utiliser, faire, etc. Et ce qu'on a coutume d'appeler la sobriété, c'est le consentement délibéré pour avoir moins de choses physiques et penser que ça ne nous empêche pas d'être heureux. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, t'as peut-être vécu la même chose que moi. Il y a quelques années, j'étais tranquillement installée dans ma petite vie à 10 tonnes de CO2 par an, et puis je suis tombée sur le travail de Janco.
Et je sais qu'on a été nombreux à vivre ça comme un avant-après dans nos vies. En fait, à ce moment-là, on a pris une grosse baffe climatique. On réalise qu'on est tristement dans la moyenne et que réduire notre empreinte carbone, c'est renoncer à ce que nos grands-parents considéraient comme un luxe et dont nous ne mesurons même plus la valeur. Parce qu'en fait, une fois que tu connais les ordres de grandeur, c'est impossible de faire comme si de rien n'était. On ne réagit pas à la bonne vitesse, mais ça tout le monde le sait déjà. Je vais rappeler un chiffre, je vais rappeler 2 chiffres. Le premier, c'est que le CO2 étant une molécule chimiquement inerte tant qu'elle est dans l'atmosphère, ça c'est de la chimie, on ne peut rien y faire, il faut attendre plus de 10 000 ans après arrêt des émissions pour que le surplus de CO2 qu'on a créé dans l'atmosphère s'évacue. Et Janco, pour distribuer toutes ces claques climatiques, il utilise un procédé hyper connu en copywriting qui s'appelle le PAS. Tu commences par exposer le problème par les faits, puis tu aggraves en mobilisant les émotions grâce à la visualisation, et enfin tu proposes des solutions concrètes. Et en plus d'être une véritable bombe rhétorique, ça lui permet d'être dans le bon compromis entre alerter et rassurer. Et c'est exactement cette posture qui est super difficile à tenir en repas de famille quand on te dit « t'es pas fun, tu manges pas de viande » ou « les écolos, ça retourne à la bougie ». En fait, de un, nous, émotionnellement, on a déjà à gérer toute la peur, la colère, la tristesse face à l'inondation climatique. Ensuite, il faut réussir à mettre de côté l'attaque ad personam de ton adversaire. Et enfin, il faut respecter cette structure de problème aggravé solution, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de commencer par la solution. Mais tu fais pas boire un âne qui n'a pas soif. Mais tu peux maîtriser tous ces outils rhétoriques à la perfection, rien de tout ça ne fonctionne sans empathie pour ton interlocuteur. En gros, tu feras jamais bouger quelqu'un si tu te connectes pas à lui au niveau émotionnel. Et c'est le dernier ingrédient de l'effet Janco. Face à ses interlocuteurs, il compatit. Si on s'est vautré dans le pétrole, le gaz et le charbon, c'est pas juste qu'on est des crétins. On l'a fait pour une excellente raison. Une excellente raison. Laquelle ? C'est le pouvoir d'achat, c'est la production industrielle, c'est la liberté matérielle, c'est le confort matériel, etc. C'est pour ça qu'on l'a fait. Cette posture empathique s'oppose à celle du donneur de leçons. En gros, il prend le contre-pied de l'argument moral de l'écologie. Dire « si tu prends l'avion, t'es une mauvaise personne ». Et en sortant du conflit binaire « c'est bien, c'est mal », il nous permet d'arrêter de considérer l'écologie comme un truc sacré. Tu sais, ces gestes qui te donnent l'impression que t'es meilleur que les autres. En fait, plutôt que d'essayer d'imposer cette doctrine, Jancovici mise sur l'intelligence du public et sur la liberté de choisir. Je pense que ça tout dépend de la pédagogie du problème. Je pense que les gens ne sont pas complètement idiots. Et si on leur dit de toute façon il va falloir faire avec moins de pétrole, est-ce que vous préférez qu'il y en ait un peu pour tout le monde et on roule à 110 ou que tout le monde, ceux qui peuvent, qui ont les moyens, roulent à 130 et les autres ils roulent pas du tout? Qu'est-ce que vous préférez? Mais sa posture empathique ne l'empêche pas du tout d'être un pragmatique. Bien au contraire. Les solutions de Janco, c'est des trucs chiffrés qui reposent sur une planification minutieuse de la transition écologique. Par exemple, si on veut que 20% de la population se déplace à vélo plutôt qu'en voiture, combien il faut de gens pour fabriquer les vélos, pour vendre les vélos, pour entretenir les vélos, pour réparer les vélos, etc. Alors vous allez me dire, c'est bon, ça va, on a compris. Janco, c'est juste un écolo qui est fort en rhétorique. Eh ben non, pas seulement, et j'y viens. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi Janco, il arrive à convaincre le milieu de la courbe. En gros, les mecs pas vraiment sensibilisés au réchauffement climatique. Et cette capacité à franchir le gouffre et à sortir du cercle des militants convaincus, c'est justement ce qui pourrait nous permettre d'atteindre le point de bascule social. En sociologie, un tipping point, ou un point de bascule social, c'est un seuil à partir duquel une minorité va adopter des nouveaux comportements qui ont le pouvoir de faire une nouvelle norme sociale. Et ça peut entraîner la majorité silencieuse. Dans les années 50, par exemple, fumer, c'était la norme. C'était même considéré comme glamour. Et tout a commencé à changer dans les années 60 quand une minorité d'experts en santé publique a attiré notre attention sur les dangers de la cigarette. Et même s'il y avait l'opposition de l'industrie du tabac, cette minorité a fini par atteindre le point de bascule social. Et aujourd'hui, la consommation de tabac, c'est largement perçu comme nocif. Et en fait, c'est en baisse dans la plupart des pays. Ou plus concrètement, c'est le cas du type qui danse tout seul dans un parc. Il passe pour un fou, et les premières personnes mettent du temps à le rejoindre, mais une fois qu'ils sont 5 à danser, tout le monde arrive en masse. Selon l'éditorialiste Malcolm Gladwell, ce fameux tipping point, il est à peu près autour de 10% de la population. Donc si vous aussi, au quotidien, il vous arrive de penser « Mais pourquoi je me fais à partir en train à Lisbonne ?»
Et bah dites-vous qu'en fait, vous remplissez la même mission que Janco. Atteindre le point de bascule social. Et si tu veux nous aider à construire une nouvelle norme sociale autour de l'autonomie et du mode de vie low-tech, alors abonne-toi, commente, partage, like, bref, montre à l'algorithme qui c'est le patron.